J'ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m'en suffiraient. Cette pensée de Jules Renard dessine à merveille le paysage français. Châteaux du Moyen-Âge, en ruines, restaurés, vieux, neufs, fortifiés, démolis pendant la Révolution française, sans parler des manoirs, des gentilhommières et des fortifications Vauban. Le château fait rêver, synonyme de princesse et de chevalier qui part en guerre et qui défend son territoire. Observez ces petits garçons. Plus tard, ils visiteront les châteaux de la Loire ou de Dordogne avec la douce nostalgie de l'enfance et la certitude d'avoir été un seigneur. Érigeons l'oriflamme et partons en croisade touristique dans le sud-ouest de la France, à la recherche des châteaux forts de notre enfance. Alors je dis toujours, c'est le château idéal pour les enfants à la plage quand ils font leur pâté de sable. Roquetaillade en Gironde est l'archétype même du château de notre enfance, avec une première construction au XIe siècle, à même le rocher et la roque, d'où le nom de Roquetaillade. Puis un deuxième château au XIVe, plus moderne, plus imposant. Cette bâtisse appartient à la famille de Bariteau depuis plus de 700 ans. Le vicomte Sébastien de Bariteau nous attend du haut de son donjon pour une visite haute en couleurs et en histoire. Alors, il est là pour défendre la place et par rapport au vieux château, ce château neuf a été construit d'un seul jet sur plan. Ce qui est très très rare, normalement, un château c'est une continuation de construction à travers les âges. Ce château, à la base, il y a un donjon central entouré de plusieurs tours. C'est impressionnant et ça a le petit côté, le mien est plus grand que le tien. Voilà, d'où ce donjon qui est censé représenter la puissance du Seigneur. Roquetaillade, debout, mystérieux, majestueux, compact depuis 700 ans. Et pourtant, au fil de son histoire, le château a bien failli être démoli. Alors pendant la Révolution, à l'époque de la Terreur, c'est vrai qu'il avait été demandé la destruction de ce château. Donc on est allé chercher des révolutionnaires de Bordeaux qui ont commencé à faire le travail. Mais en cours, la famille les a invités à descendre à la cave et goûter le bon vin de Roquetaillade. Et du coup, les travaux se sont arrêtés là. Alors il y a toujours eu de la production viticole, on est quand même en Bordelais. Et c'est vrai que les Graves fait partie des plus anciens vignobles de Bordeaux. Comme la majorité des châteaux du Sud-Ouest, tourisme aidant, Roquetaillade subit une rénovation au XIXe siècle. L'intérieur est complètement réaménagé par le Philippe Starck de l'époque, Eugène Viollet-le-Duc. Un coup de jeune dans un château très vieux, Viollet-le-Duc ose tout et invente le néo-gothique. Entre ses travaux titanesques partout en France, Notre-Dame ou la cité de Carcassonne, il va pendant 10 ans transformer Roquetaillade au gré de sa fantaisie. Tous les murs parlent, parce que Viollet-le-Duc voulait revenir au Moyen-Âge où on ne savait pas lire. Donc forcément, la communication se faisait par la décoration, par les couleurs, par la sculpture. Alors ici, au Moyen-Âge, il y avait un cellier à grains. Alors ça explique que sur la cheminée derrière nous, il y a un rat, que vous pouvez voir sous la Vierge. Donc non seulement il y a le rat sur cette cheminée, mais vous regarderez les ailes des anges, bleu, blanc, rouge. Viollet-le-Duc était un républicain, travaillant dans une maison d'aristocrates. Bon, il a quand même rajouté des fleurs de lys stylisées. Et sur chaque côté de la cheminée, vous avez deux têtes, dont un monsieur qui regarde le lit et une dame qui détourne sa vue et qui rougit légèrement. Ça, c'est l'intérêt de Roquetaillade, c'est qu'en fait, c'est le seul endroit où il a fait une décoration extérieure, intérieure, plus tout le mobilier. Mais le résultat, et c'est ce qu'on voit ici et dans les autres pièces, et c'est quand même assez extraordinaire. Dernière anecdote pour le moins fameuse, en 1967, le château de Roquetaillade se transforme en château d'Écosse pour le film Fantomas contre Scotland Yard. L'équipe du réalisateur André Hunebelle est au grand complet, séance de spiritisme pour Louis de Funès, cascade pour Jean Marais, émotion pour Mylène de Mongeau, méfaits et évasion pour Fantomas qui à la fin du film échappe encore une fois au commissaire Juve en quittant Roquetaillade depuis le donjon à l'aide, s'il vous plaît, d'une fusée.
Juché sur une colline imposante, unique en Europe par sa taille, plus forte place du sud-ouest de la France, la cité de Carcassonne. Au XIe siècle, les vicomtes de Trincavel règnent en maître et protègent le Languedoc-Roussillon de l'invasion espagnole. L'entente avec le royaume de France est cordiale, sauf que les Trincavel sont favorables aux Cathares et amis des Albigeois. L'Église catholique, alliée au royaume de France, proclame une croisade contre les Albigeois et contre Carcassonne. Simon de Montfort, qui représente l'armée royale, et après avoir massacré pas mal de monde, obtient la reddition des Trincavel. Les habitants de la cité sont épargnés, et c'est pour cette raison que bien des années plus tard, Véronique Meillan, guide de Carcassonne, peut témoigner. Alors, on a devant nous le château Comtal, qui était à l'origine la résidence des vicomtes, des seigneurs de Carcassonne, les vicomtes Trincavel. Et depuis, il a été bien sûr remanié par la suite. Là, tel qu'on le voit, c'est plutôt le château de l'époque royale. Carcassonne est bien située parce qu'on est ici à un carrefour entre deux routes principales. Une route qui va de la Méditerranée à l'Atlantique et du Massif central aux Pyrénées. Donc c'est un lieu de passage et ça permettait, en étant en hauteur comme ça, de surveiller le passage des commerçants étrangers aussi et d'en tirer profit, bien évidemment. La ville s'est dotée en fait d'une première enceinte, d'une première muraille à la fin du IIIe siècle, à l'époque gallo-romaine. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose qu'on ne voit pas habituellement, qui est caché. C'est une mosaïque qu'on a découverte lors de fouilles en 1926 et qui est située donc sous les fondations de l'ancienne chapelle castrale. Elle a été datée du 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez que les motifs sont assez simples et c'est une alternance de petits morceaux de pierre blanc, noir bleuté. Elle témoigne quand même d'une... C'est un domus qui n'était peut-être pas luxueux, mais quand même riche. La colline de Carcassonne a toujours été fortifiée, bien avant les rois et les seigneurs du Languedoc-Roussillon. Le site date de l'époque gallo-romaine. La tour gallo-romaine a une forme en fer à cheval, plate à l'intérieur, arrondie donc vers l'extérieur. Et elle est construite avec des pierres de très petite taille. Donc un appareillage petit et des chaînages de briques. La muraille gallo-romaine faisait environ 8 mètres de haut. Ces tours gallo-romaines étaient pleines à la base, donc pour renforcer la base. Et effectivement, on maîtrisait dès cette époque déjà l'art de la fortification. Alors Carcassonne va se voir fortifiée encore davantage, puisque le roi de France, Saint-Louis, à cette époque le propriétaire maintenant de cet endroit, va lancer effectivement la construction d'une seconde enceinte extérieure pour donc fortifier encore davantage la ville, puisque Carcassonne est un poste frontière. La frontière avec l'Aragon est très proche d'ici. Donc, Carcassonne a une position stratégique. Rendez-vous maintenant avec un habitant de la cité. Ils sont peu à habiter à l'intérieur de l'enceinte. Avec une âme de tavernier qui aurait plu au vicomte de Trincavel, Philippe Decaux nous raconte un Carcassonne intime. Qui habitent réellement, on doit être 45 ou 44, qui dorment, qui vivent toute l'année. C'est un des attraits de cette ville-monument, puisqu'on est classé au patrimoine mondial de l'humanité en tant que monument habité aussi. C'est un des critères du classement. Après, bon, c'est quand même un avantage sur tout le monde. Quand le matin on ouvre ses fenêtres et qu'on voit ça, ça compense tous les désagréments. J'essaye de ne pas imaginer ce que mes petits-enfants risquent de faire
en pensant à ce que j'ai fait. Bon, puis à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde, donc on était beaucoup plus libre. Mais on utilisait surtout la partie du fossé du Château Comtal comme terrain de rugby. Il y a eu des générations de Carcassonnais qui ont commencé à jouer au rugby dans ces lycées-là. La cité était un quartier très pauvre. L'endroit le plus misérable, c'était les tisserands, c'était les gens qui étaient les journaliers. Et ils profitaient d'avoir un mur construit et l'autre là, pour faire un petit peu comme quand on joue. Ils n'avaient plus qu'à faire un mur ici et l'autre. Donc les lices de ce côté et de l'autre côté étaient occupées. On le voit sur les vieilles cartes postales. Et on retrouve, ici il y a la trace d'un escalier. Là, c'était un escalier, les marches venaient s'imbriquer et au-dessus, on voit la ligne de fêtage des toits. Il y avait de l'animosité avec les gens d'en bas, du quartier de la Trivale et de Saint-Gimer. Il y avait des grandes bagarres où évidemment notre position dominante nous donnait un avantage certain. On ne vieillit pas à la cité. On doit avoir la fontaine de Jouvence qui doit être cachée là-dessous. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être toujours dans un rêve. On le dit que la cité, c'est un rêve qui se visite. À partir du XVIe siècle et de la nouvelle frontière pyrénéenne entre l'Espagne et la France, la cité de Carcassonne perd de son prestige, de son pouvoir politique, militaire et stratégique et commence sa longue agonie. Au XIXe siècle, in extremis, on sauve la cité de la démolition. Sans l'intervention de deux personnages principaux, Jean-Pierre Crosmervielle, qui était un érudit carcassonnais et qui a alerté donc Prosper Mérimée, à l'époque inspecteur des monuments historiques. Et sinon, c'est vrai que cette cité aurait été vouée à devenir une simple carrière de pierre. Et là encore, comme dans de nombreux édifices de prestige, le Zorro architectural Eugène Viollet-le-Duc est chargé de rénover l'ensemble des fortifications de Carcassonne. Et là encore, Viollet-le-Duc prend toutes les libertés. C'est vrai, il y a eu des controverses, il a fait quelques extrapolations, mais enfin quand même, il a fourni un travail considérable, déjà un travail de recherche en amont, et ensuite il y a eu cette restauration, et quand on voit le résultat, on se dit que bon, on peut bien lui pardonner quelques erreurs. Restons dans le département de l'Aude avec 4 châteaux pour le prix d'un, construits à 300 mètres d'altitude. Le château Lastour, Cabaret, Tour-Régine, Surdespines et Quertineux. Courageuse comme un cathare, érudite comme une archéologue médiéviste, Marie-Élise Gardel grimpe ces collines depuis des années pour mieux comprendre l'histoire du Moyen-Âge. Ce sont des tours entourées d'une enceinte qui accentuent le caractère défensif du site, qui est déjà un caractère naturellement défensif. Puisque, vous voyez, les rochers, cet immense éperon est détaché du socle rocheux par 2 cours d'eau, l'Orbiel à droite et le Grésillou à gauche, qui donc forment 2 vallées très profondes. Rien qu'à lui seul, le site naturel est déjà un site défensif très impressionnant. Éperon rocheux, le site de Lastour et ses châteaux sont classés monuments historiques et depuis plus de 30 ans, les fouilles archéologiques dévoilent une grande part de mystère.
On a trouvé beaucoup de céramique, une batterie de cuisine considérable avec plusieurs marmites, des cruches, enfin cette pièce de jeu d'échecs qui me paraît être une pièce majeure. On a trouvé également des monnaies qui nous ont permis de dater exactement le gisement de la deuxième moitié du XIIe siècle. Et puis donc, on a également une boucle qui représente une tour. Alors nous l'aimons beaucoup, celle-là, parce qu'elle est sur un fond d'émail bleu. On a tous dit ici, c'est un petit peu la métaphore et l'emblème de l'Astours, puisque l'Astours veut dire les tours. C'est un très grand site aussi, il fait quand même 14 hectares, c'est la superficie de la cité de Carcassonne, mais il faut dire que c'est un site qui a beaucoup donné, qui a fourni énormément d'informations sur ce qu'était ce Moyen-Âge du Languedoc et qui complète vraiment les informations données par les textes. Comme à Carcassonne, l'histoire de l'Astours débute au XIe siècle. Le château appartient au seigneur de Cabaret, adepte du catharisme. Après 20 ans de résistance durant la croisade contre les Albigeois, l'Astours tombe et devient propriété du royaume de France. Les châteaux sont rasés et reconstruits au XIIIe siècle. Les tours portent un nom différent. Donc, au-dessus de nous, nous voyons Sur d'Espines. Un peu plus loin, Tour Régine. Derrière Tour Régine, c'est le château de Cabaret. Et ensuite, derrière nous, le château de Quertineux. Alors, on est dans le château de Sur d'Espines. On est dans un château royal du XIIIe siècle qui a été construit pratiquement juste après la destruction du castrum. On imagine ces châteaux pleins de courants d'air, une vie rude effectivement, d'autant qu'on est sur la crête. Si l'on survole comme ces oiseaux le sud-ouest de la France, on peut mesurer à quel point les seigneurs, les comtes, les barons, les ducs se sont fait concurrence, fiers de construire un château plus grand, plus imposant que celui de son voisin. À quelques kilomètres au sud de Limoges, en Haute-Vienne, se dresse Chalusset, daté à partir du XIIe siècle. Dépendant des riches abbés de Solignac, c'était en son temps le plus grand château fortifié du Limousin. Alors, nous sommes sur le premier ensemble, le plus ancien, le village castral. Puis, tout à fait en haut, on retrouve un château plus récent, daté du XIIe. Les archéologues pensent que plusieurs centaines de personnes pouvaient vivre. Pour l'époque, c'est énorme, oui. Alors, la tour Jeannette servait essentiellement de lieu de stockage. C'était un silo à grains fortifié avec 3 étages. Les archéologues insistent beaucoup sur le fait que c'était très luxueux pour l'époque du Moyen-Âge. On retrouve des latrines partout, des cheminées un peu partout, surdimensionnées par rapport à la taille des pièces qu'elles ont à chauffer. Et puis on a tout un système de crénelage qui est vraiment factice, qui est vraiment du tape à l'œil, parce qu'il y avait le fait de montrer c'est moi le plus fort en fait. Cap sur La Rochelle, en Charente-Maritime et son vieux port, avec notamment les célèbres tours médiévales, la tour de la Lanterne,
la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chêne. Ici a eu lieu le siège de La Rochelle. Belle et rebelle en 1627 et 1628, les armées royales commandées par Richelieu font capituler la ville, repoussant ainsi les Anglais alliés des Rochelais. Après ce siège, Louis XIII ordonne la démolition des fortifications, à l'exception du front de mer et de ses tours chargées d'histoire. Sur le côté de la flèche, il y a un lanternon dans lequel on faisait du feu pour que le soir, à la nuit, les navigateurs qui arrivaient chez nous positionnent l'entrée du port. Sur l'ensemble de la tour, il y a 8 niveaux, plus la galerie. Venez voir par là. Eh bien, ce sont des graffitis qui témoignent que cette tour, en plus d'avoir été et d'être un phare, a été un lieu de détention. Elle a servi de prison. Se sont retrouvés dans ces salles un certain nombre de marins. Alors des marins espagnols, des marins hollandais, des marins anglais, évidemment, en fonction des conflits du Royaume de France avec ses voisins. Et les jours sont longs. Et donc, près de la lumière, eh bien, on passe le temps. C'est émouvant et intéressant parce que riche de renseignements quand on regarde de près l'ensemble de ces gravures. La Rochelle est très riche. Le commerce triangulaire des esclaves, le vin, le sel, les rapports commerciaux et maritimes avec le monde entier en font une ville prospère. Dès le Moyen-Âge, les constructions sont fastueuses et imposantes. Au fil du temps et des siècles, on enjolive la porte de la Grosse Horloge. Puis l'hôtel de ville est édifié pendant la Renaissance et la chambre de commerce et de multiples hôtels particuliers au XVIIIe. Alors je dirais que c'est la traduction de la puissance, parce que pour nous, la mairie, c'est l'autonomie politique de notre ville. Et ça vient de très loin, ça vient d'Aliénor d'Aquitaine. Le premier maire qui a siégé à La Rochelle, c'est en 1199. Et depuis, les maires se sont succédés. Donc c'est l'autonomie politique qui va faire de cette ville un bastion. Un bastion parce que géographiquement bien situé, un bastion parce que défendu par des murailles qui n'auront de cesse que de s'agrandir, et un bastion riche de son sel, de son commerce, donc une place enviable évidemment. L'histoire de La Rochelle est indissociable de celle de l'île de Ré. La ville et l'île ont en commun la richesse du vin et du sel et la même histoire militaire. Craignant sans cesse l'invasion anglaise bien avant l'invasion des Parisiens en juillet-août, Louis XIV protège l'île de Ré et La Rochelle en faisant appel à Sébastien Vauban. La citadelle voit le jour en 1681 à Saint-Martin-en-Ré, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les murailles et les fortifications Vauban s'étendent sur 14 km. On est dans un endroit vraiment stratégique et magnifique également. C'est le port de la citadelle. C'est la clé du dispositif défensif conçu par Vauban. Il va construire une gigantesque citadelle, donc une ville de garnison pour les militaires, leur armement, tout le ravitaillement, le stock de vivres, etc. Et l'idée, c'est que la citadelle peut être totalement autonome par le biais de ce petit port et recevoir des secours aussi bien du large qu'éventuellement du continent qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Tout ce gigantesque front de mer est conçu pour que la prise de la ville depuis la mer soit impossible. On est face au large, face à la mer, mais l'ennemi ne peut pas prendre d'assaut cette forteresse. Si on décrivait nos remparts aujourd'hui, on va dire que c'est une étoile de pierre, une étoile fortifiée autour de la ville de Saint-Martin. Comment résister le plus longtemps possible au canon de l'assaillant? Eh bien tout simplement en cachant en quelque sorte nos murailles. Donc l'idée c'est de rendre le plus invisible possible du côté de la terre ces forteresses qui sont cachées sous un glacis. Donc de loin on ne peut pas détruire la muraille à distance, il faut s'approcher au plus près.
Et puis, autre idée, c'est ces formes géométriques basées sur des bastions, sur des demi-lunes, qui permettent au défenseur, lui, de tirer dans toutes les directions possibles. On a grosso modo plus de 14 km de linéaire de maçonnerie qui protège toute la ville. Vous voyez, c'est considérable. Vauban va concevoir une citadelle pour la garnison et y adjoindre une gigantesque enceinte urbaine pour pouvoir abriter toute la population de l'île de Ré en cas de débarquement ennemi. Eh bien, presque 16 000 habitants au XVIIe, c'est considérable, qui pouvaient, en cas d'attaque, venir se réfugier avec bétail, femmes, enfants, meubles, toutes les richesses de l'île, vin et sel. On est à l'extrémité d'une des demi-lunes et on peut observer tout le déploiement des fortifications qui protègent derrière nous la ville. Et devant, on a le fossé. Et en avant, cette vaste esplanade, cette vaste prairie qu'on appelle le glacis, dépourvue d'arbres, de haies, de toute construction. C'est une sorte de no man's land devant la forteresse. On peut observer et tirer sur toute personne qui s'approche. Sébastien Vauban est d'abord un militaire. Engagé à 17 ans dans les troupes du prince de Condé, il obtient de Mazarin un brevet de lieutenant. Contemporain du roi Soleil, il n'a de cesse de gravir les échelons pour devenir maréchal de France et commissaire principal des fortifications. Il perfectionne les méthodes d'attaque et surtout de défense. Humaniste d'un autre temps, il veut à tout prix éviter les pertes en hommes. Partout en France, Vauban construit des citadelles et des fortifications. La liste est impressionnante. Dunkerque, Arras, Besançon, Marseille, Alès et bien sûr dans le Grand Sud-Ouest, Nîmes, l'île de Ré, La Rochelle, Fort-Boyard, Rochefort, Perpignan et quelques fortifications de montagne comme le magnifique fort Libéria à Villefranche-de-Conflans dans les Pyrénées-Orientales. Vauban a dû s'adapter au dénivelé et au relief. Donc il a posé sur même le roc et on s'aperçoit que par rapport aux structures habituelles très connues et très classiques de Vauban, là on a plutôt des petits fortins qui sont un peu superposés les uns aux autres. Et à la limite, si le premier niveau était pris, il y a toujours possibilité de se replier sur le deuxième et de protéger et de reprendre le premier niveau. Oui, voilà, c'était certainement très dissuasif d'imaginer qu'avec la quantité de bouches à canon, il puisse y avoir autant de pièces d'artillerie. Et effectivement, pour l'ennemi potentiel, ça pouvait laisser redouter une réponse forte, quoi. Et même en termes de soldats, il n'y a jamais eu vraiment la quantité de ce qui était prévu au départ, quoi. Au départ, il y avait quand même une relation conflictuelle entre le fort et le village. Et après, du fait d'être ouvert comme ça au public, quelque part, tous les habitants de Villefranche, même tout le secteur, peuvent considérer s'être réapproprié le fort un peu comme si c'était leur petit joujou qui leur a été défendu pendant toute leur jeunesse. Parce que c'était un no man's land, on ne pouvait pas y venir. On est seulement à vol d'oiseau avec le pic du Canigou à 11 km. Donc c'est vrai qu'on a en plus une communion. Alors c'est un fort Vauban, mais qui fait face au pic du Canigou qui est la Mecque des Catalans, enfin qui est le Fujiyama des Catalans. Donc quelque part, il y a une espèce de symbiose là. Du Vauban, encore du Vauban, toujours du Vauban. Nous restons dans les Pyrénées-Orientales, à Montlouis, ville fortifiée la plus haute de France. Montlouis, dans son histoire, a toujours eu la particularité d'être une place forte militaire, et encore de nos jours. Stratégiquement, on est au carrefour de Trois-Vallées, mais aussi et surtout parce que ici, Vauban va pouvoir trouver tout ce qu'il faut pour construire. À proximité, on a tous les matériaux. On va trouver un tout petit peu de population. Il sera obligé de faire venir des soldats de l'extérieur, la population locale étant un peu faible. Et surtout, ça va permettre d'adapter le site au terrain parce que morphologiquement, il a choisi un haut de sommet avec un versant sur la rivière. Donc là, en effet, on a un point de vue exceptionnel pour implanter une ville neuve et ça va se faire très rapidement tout ça. En fait, le projet pour Vauban,
est global. Il n'a pas créé une citadelle ou une ville, il pense en entier. Il y a en effet la citadelle pour les militaires, cette ville où seront installés les artisans, la bourgeoisie, le commerce, et l'ensemble de la place devient une place forte à part entière, une double enceinte, une enceinte pour la ville, une enceinte pour la citadelle, et des casernes dans la ville. Contrairement à d'autres sites vauban, Montlouis a conservé ses militaires. C'est une histoire qui dure depuis plus de 330 ans, occupée dès 1679. L'histoire militaire continue puisque en 64, le site est occupé par le Centre national d'entraînement commando. Nous sommes une école de l'armée de terre, et nous profitons des installations que nous avons ici, que ce soit les remparts, les fossés, pour former des personnels dans le cadre de leur aguerrissement. Nous formons des moniteurs et des instructeurs commandos qui ensuite vont former nos soldats qui eux-mêmes seront d'ici quelques temps dans des zones d'opération. Nous sommes ici depuis toujours et nous sommes chez nous, dans ces remparts. Alors ils peuvent paraître vieux, anciens, mais notre mission, c'est une mission de rusticité. Et quoi de mieux qu'une citadelle pour pouvoir remplir notre fonction et notre mission. On se sert des remparts pour faire non pas ce qu'on appelle un parcours du combattant qu'on va trouver dans un régiment quelconque, mais pour faire des pistes d'audace qui souvent sont accrochées aux murailles. C'est un des piliers, et c'est peut-être même le pilier le plus important pour nos soldats, arriver à se surpasser. Voilà, alors la chose exceptionnelle ici à la citadelle de Montlouis, c'est le puits des Forçats, avec sa cage à écureuil qui a plus de 330 ans. Et c'est un engin un peu exceptionnel qui a eu la chance d'être conservé au fil des siècles. C'était l'engin qui permettait de remonter l'eau du fond du puits. Assez simple comme principe, on va mettre un homme à l'intérieur de la roue qui, tel le hamster, va marcher. Et ça va permettre d'entraîner un axe sur lequel était armée une chaîne, à chaque extrémité un seau. Un seau descend, l'autre monte, et durant toute la journée, ça permet de ravitailler en eau la citadelle. Chacun des seaux fait une bonne centaine de litres. Ça, c'est le remplissage. Par contre, le seau vide fait déjà une bonne vingtaine de kilos. Donc, le système en place, c'est entre 200 et 250 kilos, à faire tourner 12 heures par jour. Peut-être que ça peut devenir un travail de force ou de forçat. Voilà le nom du puits. J'ai demandé au colonel s'il pouvait prêter les plongeurs de Collioure de la compagnie d'instruction nautique pour venir faire une petite visite au fond du puits. Et depuis maintenant 2005, on a réussi à faire 4 sessions de nettoyage du puits. Et au fil des sessions, on trouve des objets. Et les 4 seaux qu'on a pu remonter du puits, donc 2 du XVIIe siècle, de l'époque de Louis XIV, et 2 autres du XIXe siècle, ont été remontés par les plongeurs du centre d'entraînement commando. L'essentiel de Vauban, c'est quand même de protéger la vie humaine. En fait, il fera tout pour que les soldats puissent être protégés au maximum. Mais c'est vraiment à ce moment-là que se met en place la nouvelle frontière de la France, sous le règne de Louis XIV, avec ses places Vauban. Bordeaux, patrimoine mondial de l'UNESCO, aurait sans doute été plus majestueux s'il n'y avait pas eu successivement les guerres, les décisions politiques et l'outrage du temps. Du château Trompette, construit après la guerre de 100 ans, il ne reste que quelques gravures et son seul emplacement, place des Quinconces. Bordeaux, si belle aujourd'hui, n'a donc plus grand-chose à voir avec le port de la Lune du Moyen-Âge. L'intendant Tourny, un haussmann bordelais du XVIIIe, a fait table rase du passé médiéval et a refait la façade de la ville telle qu'elle existe aujourd'hui. Soucieux tout de même de l'unité architecturale et afin d'éviter les sacrilèges, Tourny a gardé quelques rares et vieux monuments du Moyen-Âge, comme les églises, la porte Caillot et la grosse cloche. La Garonne, c'est l'atout majeur. On mettait à peu près une semaine
pour rejoindre bien l'Angleterre depuis le port de la Lune. Donc c'est la voie de commerce par excellence. En fait, il n'y a pas qu'un port, il y a plusieurs petits ports le long de la courbe de la Garonne. C'est ce qu'on appelle des estuaires, des petites rivières qui débouchent dans la mare, comme l'appellent les Gascons au Moyen-Âge, la mer de Garonne. Et chacun d'entre eux s'est spécialisé dans une marchandise diverse. Un des témoignages les plus frappants, ce monument donc, qui s'appelle la Grosse Cloche, la porte de ville des remparts au XIIIe siècle à Bordeaux. Construite au XIIIe siècle et, permettez l'expression, agrandie et customisée au XVe, cette porte permettait d'entrer dans l'enceinte fortifiée où le commerce battait son plein. Alors cette cloche, c'est le symbole du pouvoir municipal depuis le XVe siècle. Elle servait à annoncer toutes sortes de choses, bien sûr, les heures, les jours, elle criait à l'incendie et bien sûr, elle sonnait le banc des vendanges. N'oublions pas Bordeaux, port viticole vers l'Angleterre. Alors il faut peut-être aussi ajouter que cette porte, c'est la porte méridionale. Et naturellement, les pèlerins de Saint-Jacques passaient sous cette porte pour rejoindre la basilique Saint-Michel. La grosse cloche symbolise la prospérité, l'indépendance, la richesse du commerce avec les Anglais et le léopard d'or au sommet de la tour rappelle pour Bordeaux la fierté d'être la capitale de la Guyenne. D'un château à l'autre nous amène à évoquer un Bordelais mondialement célèbre, Montesquieu, qui fut conseiller du Parlement de Bordeaux à partir de 1714. À quelques longs rangs de vignes de la capitale girondine, voici le château de Labrède, propriété et maison de naissance de Montesquieu. Édith Brochon nous accueille sur ce site paisible et cossu et nous raconte, sans une certaine philosophie, la vie de château de Charles Secondat de Montesquieu. C'est une très ancienne forteresse qui a été bâtie au XIVe siècle et c'est vraiment un château défensif. Alors il y a plusieurs moyens de se défendre ici. Les douves, tout d'abord, c'est la particularité de ce château, des douves en eau en permanence puisqu'une rivière a été détournée et alimente les douves. Une succession de 3 ponts-levis, donc aujourd'hui ce sont des passerelles, mais il faut imaginer que tous les ponts pouvaient se relever dans l'objectif en fait, de piéger l'assaillant entre 2 ponts. Le château a 17 pans différents, donc il est indescriptible finalement, avec cette succession de côtés qui font en fait la particularité vraiment de ce site. C'est un petit château parce que nous sommes dans une baronnie, c'est une petite noblesse de terre. C'est un château qui était fait pour accueillir une famille et diriger un domaine. C'est une très vieille demeure familiale. Depuis le XIe siècle, le château est dans la famille maternelle de Montesquieu et lui, il y est né. Donc c'est vraiment son château, sa demeure. Il a beau voyager énormément, il a beau avoir d'autres résidences, surtout en Gironde, c'est ici, à Labrède, qu'il vient le plus souvent et qu'il aime à venir. D'ailleurs, il l'a immortalisé avec cette inscription au-dessus de la porte « Delicia et Domini, les délices du maître », point d'exclamation. Donc c'est un réel attachement que Montesquieu veut montrer à son château à travers cette inscription-là. Il faut bien être conscient que auteur au XVIIIe siècle, ça ne rapporte pas d'argent. Donc les terres étaient un moyen, tout simplement de vivre. Montesquieu ici faisait de la vigne. Pour écrire, il fallait avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, autour de Bordeaux, il valait mieux avoir du vignoble. Il faut aussi voir que la vigne, c'est non seulement un côté économique, mais aussi un côté scientifique. Montesquieu est un scientifique. C'est un peu moins connu, mais c'est très important. Pour être un homme complet, il fallait tout savoir. Et pour la vigne, ce qui l'intéressait, c'était améliorer la rentabilité de ses vignobles, améliorer la qualité, la conservation. Les vins partent en Hollande, en Angleterre, donc il fallait que le vin supporte le voyage. D'ailleurs, Montesquieu était en avance un peu sur le marketing, on va dire, parce qu'il vendait ses vin sous le nom Château de Labrède. Et il dit d'ailleurs lui-même que c'est davantage son nom que la qualité de son vin qui font le succès de son vignoble. La vie de Montesquieu est très organisée entre l'émulation parisienne, les salons, les philosophes et le calme de Labrède où il vient rédiger ses ouvrages.
Notre balade châtelaine se poursuit par une visite de château dit d'ornement du 19e. Un siècle qui va pour ainsi dire mettre fin à cette grande aventure. Démographie galopante, révolution industrielle, volonté de confort, building, gratte-ciel, maisons de campagne, bungalows, pavillons et appartements. Le rêve à la propriété pour tous. Seuls quelques illuminés et quelques excentriques perpétuent la tradition du château. C'est le cas en Haute-Vienne, à Saint-Laurent-les-Églises, de Jean-Baptiste Mignon, qui crée dans la moitié du 19e une demeure d'inspiration néo-13e, le château de Valmat. L'homme a fait fortune dans les chemins de fer et les constructions métalliques. Château laissé à l'abandon au 20e, il est racheté par la famille du Chambon, qui poursuit le rêve de Jean-Baptiste Mignon. Oui, il était pillé et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de portes, plus de cheminées, plus d'escaliers, plus de boiseries, plus de vitraux surtout. Enfin voilà, il n'y avait plus rien. Disons que c'était une passion pour mon mari. Il adorait les vieilles demeures, il a toujours aimé. Et je pense qu'il a dû transmettre la passion à son fils, voilà, parce que aujourd'hui c'est lui qui continue. La grande salle de bal, le cœur de la maison, qui est vraiment un grand théâtre, qui a l'apparence d'un théâtre italien, avec ses balcons, sa grande verrière et son volume très sympathique. Je trouve que c'est un personnage intéressant puisqu'il était quand même un peu mégalo. Il avait un peu la folie des grandeurs, il faut dire ce qui est, avec tous ces décors absolument splendides. C'est quelque chose de longue haleine, ça fait bientôt 18 ans maintenant que nous sommes là et que nous resterons nous-mêmes. Il manquait pas mal de marches, donc c'est pour ça que j'ai restauré quelques marches pour pouvoir accéder en haut du campanile. L'endroit, je dirais, le plus haut du château. On a une très belle vue sur les monts d'Ambazac qui nous entourent de part et d'autre. Oui. Autre folie, autre fantaisie, cette fois au Pays Basque à Hendaye, avec le château d'Abadia, monté de toutes pièces par Eugène Viollet-le-Duc. L'architecte va s'en donner à cœur joie. Il s'agit d'une commande d'Antoine Dabadie, scientifique, géographe, aventurier, explorateur fantasque, moitié irlandais, moitié basque, qui concrétise son rêve, construire un château. Antoine Dabadie s'installe ici pour plusieurs raisons. D'abord, on est sur un promontoire qui va lui permettre d'avoir un horizon dégagé à 360 degrés, mais surtout ces paysages de landes avec des troupeaux de moutons, cette côte escarpée qui défile, lui rappellent son Irlande natale. Et c'est pour cette raison qu'avant d'être un château, Abadia est surtout une évocation de cette Irlande maternelle et des manoirs qu'on y trouve. À la fois, c'est un manoir irlandais, mais aussi c'est un château néo-gothique qui illustre parfaitement le goût des grands romantiques du 19e, dont Antoine fait partie. Et grâce à l'architecte Viollet-le-Duc et son élève Edmond Dutoit, il va vraiment donner corps à ce projet de maison vraiment hors du commun qui va un petit peu témoigner, illustrer toutes ses influences, y compris celles de ses ancêtres basques. À sa mort en 1897, Antoine Dabadie lègue son château à l'Académie des sciences dont il fait partie. Les visiteurs sont étonnés, surpris par le style néo-gothique de Viollet-le-Duc, mais les collections intérieures et la bibliothèque valent le détour. Au XIXe siècle, comme beaucoup d'autres savants de son époque, Antoine est un arpenteur du monde. C'est un mesureur. Il sera géographe, topographe. Mais ici, ce qui l'intéresse, c'est de prendre la mesure du ciel. Et c'est pour ça qu'on a un observatoire astrométrique avec une lunette qui s'appelle une lunette méridienne, car elle permet, une fois qu'on a dégagé le ciel en ouvrant
toute cette série de volets, de dégager cette ligne du ciel où se trouve le méridien céleste devant lequel les étoiles vont passer. Il va noter l'heure de passage très précisément, la hauteur de passage, et avec cela, ici à Abadia, pendant presque un siècle, on va fabriquer des cartes du ciel. Alors, il y a évidemment des ouvrages très rares. La plupart, comme le fonds éthiopien ou le fonds basque, ont rejoint, pour plus de sûreté de conservation, la Bibliothèque nationale de France. Mais on a encore, notamment au premier étage, dans cette galerie, des ouvrages qui lui sont particulièrement personnels, dont un rare, quasiment unique. Pendant qu'il était en Éthiopie, il a, on va dire, déchiffré une trentaine de langues et de dialectes. Et à son retour, il va donc réaliser ce premier dictionnaire français-amharique. Quand on a découvert Abadia, on se dit mais vraiment comment a-t-il pu réaliser tout ça en une seule vie? Tout a l'air tellement pensé, abouti. Et bien en fait, il manque une chose à Abadia, sa dernière pierre. Et on est sur ce balcon pour la découvrir. Cette dernière pierre devait être posée par l'empereur Napoléon III. Le couple impérial était un proche des Dabadi. Et donc Antoine Dabadi et Virginie ont demandé à ce qu'il vienne déposer cette dernière pierre, ce qu'il a accepté. Malheureusement, l'histoire ne leur permettra pas de concrétiser ce vœu. Tout simplement la chute de l'Empire en 70, une fuite, un décès en 1873 pour l'empereur, qui ne pourra jamais venir à Abadia, qui sera lui achevé en 1875. Nous terminons dans le Pays Basque notre périple et notre tour des châteaux et des belles demeures du sud-ouest par la villa mauresque d'Andaille, à un coup de canon de Fontarabie, de la frontière franco-espagnole et des châteaux d'Espagne. Pétillant et féru d'histoire, Axel Brucker, le propriétaire des lieux, est à deux doigts de déclarer la guerre aux Hispaniques. On est ici dans la villa mauresque qui est construite sur les restes un petit peu du fort d'Andaille qui était juste à côté, qui était totalement détruit par la Révolution française. Et c'est avec les pierres du fort qu'on a construit la mairie d'Andaille de l'époque et cette maison mauresque que le comte de Polignac fait construire en récupérant cette partie du terrain. Le style mauresque vient de l'époque de Napoléon III. C'est un style d'architecture qui était très à la mode, qui est d'ailleurs très inconfortable, des toutes petites fenêtres, des pièces minuscules, mais ça a du charme, c'est joli. Le patio ainsi que toutes les fenêtres extérieures sont construites en ce qu'on appelle la pierre de Fontarabie, cette espèce de pierre jaune avec laquelle va être construite la vieille église de Fontarabie, le fort de Charles Quint. C'est une pierre extraordinaire parce qu'elle attrape la pluie, elle attrape l'humidité et dès qu'il y a un rayon de soleil, elle recrache toute cette humidité. Moi, j'appartiens à une famille d'armateurs, à la famille Légas. C'est toute l'histoire de Terre-Neuve, de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la splendeur de la grande pêche qui va être ruinée en grande partie bien par la guerre civile espagnole, suivie par la Seconde Guerre mondiale et le déclin, hélas, de la grande pêche. Ici, on ne considère pas la Bidasoa comme une frontière entre deux pays, mais au contraire, c'est le cœur du Pays Basque, c'est la frontière entre le Labour et le Guipuscoa. Et la Bidasoa elle-même, en fait, est chargée d'histoire et de guerre et de drame, parce que les Espagnols ont toujours revendiqué la propriété de la Bidasoa pour le fait qu'elle vient d'Espagne, elle vient de Navarre. Et puis les Français, qui vont devenir bientôt les républicains que nous savons,
était parti du principe que pas du tout, ça devait être moitié-moitié, voilà, moitié français, moitié espagnol. Et on s'est ainsi foutu sur la gueule pendant des siècles pour cette petite parcelle de baie. Il y a eu notamment la bataille, le siège de Fontarrabie, qui est célébré à Fontarrabie tous les 8 septembre, et toute la ville se met en armes et défile dans les rues, et toute l'après-midi, ils vont tirer à coups de canon sur la rive française en souvenir de la bataille qui les avait opposés aux Français. Et puis depuis quelques années, je me suis pris à répondre avec ce canon. Au début, ça a été la stupéfaction à Fontarrabie. C'était la première fois dans l'histoire qu'ils entendaient boum boum, ça répondait côté français. Depuis, c'est devenu un rituel. Ils m'ont même fait artilleur d'honneur de Fontarrabie. On se téléphone et lorsqu'ils sont bien prêts à tirer, on tire de notre rive. Et puis par courtoisie, on leur laisse les derniers coups de canon pour rappeler que cette fois-ci, ça avait été leur victoire. Feu! C'est ainsi que notre visite se termine avec ce sentiment que les plus beaux châteaux n'appartiennent qu'aux enfants. Châteaux de sable, sans cesse construits, sans cesse recouverts par les vagues. Fermons ce livre d'histoire, remontons le pont-levis et remercions tous ces propriétaires, ces familles, ces guides, ces passionnés qui consacrent toute leur vie à transmettre l'histoire de France et à entretenir un patrimoine exceptionnel qui fait que notre pays est le plus visité au monde.